Bonjour mon général. Bonjour jeune homme, c'est comment votre prénom? Martin. Martin, bonjour Martin, c'est à Saint-Martin aujourd'hui? Effectivement. Bonjour Martin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de la bataille du Linge en 1915? Les Français avaient décidé de descendre à partir des hauteurs du Gâchenet des Vosges, descendre dans la vallée de Münster, vers Metzara, le Münster, pour rejoindre Colmar. Cette opération s'est déroulée en fait au printemps 1915 pendant les 6 premiers mois. Et donc c'est ce premier semestre de 1915 qui a vu ce qu'on appelle la bataille dite de Metzara ou la bataille de Münster, qui a été terrible, qui a coûté la vie, qui a coûté des pertes phénoménales des deux côtés, dans les bataillons de chasseurs alpins et des régiments d'infanterie, mais également des Bavarois qui ont combattu dans ce secteur, notamment au Reichsschaftkopf, à Lilsenfürst, etc. C'était de janvier à juin. L'état-major a décidé, non, c'est terminé de ce côté-là, maintenant on va passer par le Linge. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français venaient de là-bas derrière, la ligne bleue, la ligne des crêtes à l'horizon, c'était la frontière. La France était derrière. Tout ce qu'on voit devant nous, c'est l'Alsace, c'était donc l'Allemagne. Donc les Français venaient de là-bas pour monter à l'assaut sur les 3 sommets dont j'ai parlé précédemment, le Bärenkopf, le Schwarzmenelle et le Linge ici. Je signale qu'il y a une pente de 16% et qui montait ici avec leur barda. Donc ça explique bien la difficulté des Français. Les Allemands étant vraiment bien ancrés. Voilà. Donc on est ici à ce qu'on appelle l'éperon nord. C'est la partie la plus au nord des combats du Linge, de ce qu'on appelle les combats du Linge. En fait, les combats, ils ont continué puisque les tranchées, elles continuent et elles rejoignent ce massif qui est juste en face de nous, couvert de sapins et qui s'appelle le Rhin des Chênes, où était positionnée toute l'artillerie allemande. Alors cette artillerie était en partie dirigée par un observateur d'artillerie qui se trouve dans ce blocos qui est là. Et en face de nous, dans le brouillard, là-bas, à l'horizon, la partie un petit peu arrondie, à 1223 mètres, c'est la fameuse tête des Faux, où il y a eu des combats extrêmement violents pendant en gros 2 mois, en décembre 14 et en janvier 15. Donc cet endroit était particulièrement fortifié, comme vous pouvez le voir. Il y a même des fortifications qui ont été rajoutées par la suite. Mais les combats du Linge s'étalent en fait sur 2,8 km, 3 km. C'est cette partie-là, la partie nord. Le collet du Linge, qui est le grand virage de la route là-bas. Le Schwarzmenelle, qui est juste derrière. Et le Bärenkopf, qui est encore davantage derrière, ainsi que le Kleinkopf. L'ensemble fait à peu près 3 km. Et c'est ça, ce qu'on appelle le combat du Linge. C'est pour ça aussi que les tranchées allemandes, les tranchées françaises, c'est pas des tranchées bétonnées, puisque l'objectif n'était pas de rester sur place, mais bien de conquérir quelque chose. Donc dans ce cas-là, on ne s'enterre pas, on va de l'avant. Les Allemands, eux, étaient venus pour défendre quelque chose. Et pendant 3 mois, en fait, ces combats, ça a été quoi? Ça a été un va-et-vient permanent entre les Français qui montent à l'assaut, qui arrivent à la première ligne, qui sont repoussés, qui recommencent, qui arrivent à la deuxième ligne, qui prennent une partie ou toute la deuxième ligne, qui arrivent pratiquement à la 3e ligne allemande. C'est un combat de va-et-vient permanent jusqu'au moment où, vers le mois de fin août et puis début septembre, les Allemands ont employé d'autres moyens. Les violents combats ont cessé en fin octobre et on est revenu aux positions pratiquement initiales du début de l'été 1915. Donc en fait, on ne peut pas dire que les combats, qu'il n'y a plus de combats ou de personnes tuées après. Bien au contraire, non, ça a continué encore jusqu'en fin 15 et en 16, mais ce ne sont plus des violents combats comme c'était au départ avec des assauts répétés, c'était essentiellement des tirs d'artillerie, des escarmouches, mais il n'y a plus de tentatives pour l'état-major. Le Linge, c'était une affaire classée. On n'en parlait plus, maintenant les combats étaient partis vers Verdun, 1916, et vers le nord de la France. Et puis là, on voit une belle forêt. Vous voyez, les sapins, les arbres, les épicéas sont tout droits, etc. Il faut s'imaginer qu'avec les tirs d'artillerie phénoménaux qu'il y a eu ici, les arbres étaient coupés à moitié, entièrement, au tiers, tout était déchiqueté, tout était en vrac. C'était impossible à avancer. Et pourtant, il fallait avancer là-dedans, dans ce fatras, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ça n'a servi à rien? Allez savoir, on vit en 2023,
On ne sait pas comment les gens pensaient en 2014, 15, 16, 17, 18. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association et le musée? Il faut s'imaginer qu'en 1918, tous les paysans des environs qui avaient leurs fermes plus ou moins détruites, leurs étables, leurs écuries, sont venus ici pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient récupérer comme matériaux pour reconstruire leur maison. Et en même temps, ils emmenaient ici tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Et peu à peu, ce lieu est devenu un espèce de dépôt d'ordures, la nature a poussé, et il ne s'est plus rien passé entre 18 et 1968. Ce n'est que vers 1968 qu'un poilu qui avait combattu ici et qui est venu, qui s'est mis à pleurer. Et puis il y avait un monsieur, M. Durlevanger Armand, qui passait par là, qui lui a demandé ce qui se passait. Et ce gars, il lui dit: mes copains sont morts ici, sont enterrés ici, puisque je vous ai dit qu'il y a plusieurs centaines de soldats français qui reposent encore ici. Et c'est devenu un dépôt d'ordures. Et c'est en 68 qu'une équipe, alors, avec tout ce qu'on pouvait trouver à Colmar, des militaires qui étaient en permission, des scouts, la MJC, et puis des bénévoles, ont commencé à dégager le champ de bataille pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Avec vraiment des souvenirs tangibles, importants, puisqu'il y a encore des poilus qui vivaient à cette époque. L'association est évidemment constituée exclusivement de bénévoles. Ce sont des gens qui viennent des environs, ils viennent d'Orbert, on est sur le bord de la commune d'Orbert, de Horod, de Horodberg, de la Baroche, de Colmar et de la région de Colmar. On utilise les compétences de chacun pour faire ce que vous voyez ici, ce que vous voyez dans ce musée. Tout ça, ça sort de l'imagination et du travail qui est fait par les volontaires, par les bénévoles que nous sommes. Et donc, chaque année, on essaye de modifier quelque chose pour que ceux qui reviennent pour la deuxième ou troisième fois au bout de quelques années, eh bien, ils voient un petit peu autre chose, à chaque fois une nouveauté. On vit beaucoup aussi avec les dons que nous recevons. Ce ne sont même pas les enfants des combattants. Souvent, ce sont les petits-enfants qui viennent et qui sont intéressés et qui nous apportent quelque chose. On travaille avec d'autres musées, évidemment. Donc, à côté de ce beau canon de montagne, je peux dire que notre mission ici c'est une mission. Notre logo, c'est souvenir et reconnaissance. Donc, leur dire merci à ces soldats et ne pas les oublier. Souvenir, reconnaissance et travailler pour la paix. Voilà notre mission.